Alors, bonjour tout le monde. Je suis bien heureux d'être ici, de représenter la Faculté des sciences sociales, de vous donner un aperçu des travaux qu'on y mène. Un aperçu singulier puisqu'il est intimement relié avec mes projets de recherche et mon chantier de recherche principal depuis plusieurs années. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont des résultats d'une recherche qui prend ses racines il y a très longtemps, plus de 20 ans, euh, et qui est renouvelée, mise à jour, étendue euh, depuis. Euh, les travaux dont je vais vous parler, les résultats dont je vais vous parler, seront publiés à la fin du mois de mai euh, et seront dévoilés à la prochaine réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique. Alors, je vous parle aujourd'hui des inégalités circumpolaires. Je vais vous amener dans le grand nord de la planète. On va couvrir quelques éléments. D'abord, je vais vous donner un aperçu de l'approche utilisée pour étudier les inégalités. Euh, je vais ensuite vous expliquer un peu comment on procède, avec quel genre d'indicateurs, quel genre de données, pour quel genre de région. Et puis, on va examiner les résultats et on va tenter d'y comprendre quelque chose. Alors, les inégalités, évidemment, vous pouvez vous en douter, je vais l'aborder, cette question, dans une perspective sociologique. L'inégalité peut être vue, selon Edward Grab, comme la capacité de contrôler, la capacité de manipuler, d'utiliser des pouvoirs de manière à diriger notre vie. Ça vaut pour les individus, ça vaut également pour les sociétés. De quel pouvoir parlons-nous? Évidemment, du pouvoir économique qui donne lieu à des structures économiques. Le pouvoir économique, ça veut dire, en gros, pour les individus, pour les familles, la vie matérielle, l'accès aux moyens nécessaires pour pouvoir assurer sa vie, sa survie, une vie active, en santé, etc. Et pour les collectivités, ça veut dire avoir un système économique qui fonctionne, qui permet de produire ce qui est nécessaire pour que la société puisse se reproduire. Le deuxième lieu de pouvoir, c'est le pouvoir politique, c'est le pouvoir qui porte sur les actions, sur les individus et les collectivités. C'est le pouvoir de choisir sa destinée et ça vaut donc pour des individus qui doivent pouvoir avoir cette capacité de prendre des décisions sur le chemin à suivre pour réaliser leur vie. Ça vaut évidemment pour les sociétés à l'échelle des collectivités locales, des collectivités nationales, et ça vaut pour l'ensemble de la planète. Et finalement, il y a le pouvoir de se représenter la société. Il s'agit des idées, des idéologies, des croyances. Et cette composante-là, cette forme de pouvoir, cette forme de contrôle qu'on peut exercer, consiste à, pour soi-même, trier parmi l'ensemble des idées qui nous sont soumises, des croyances, des idéologies, trier ce qui nous convient, ce qui fait notre affaire, et ce qui va nous permettre ensuite de diriger notre action. Et il en va de même pour les sociétés où il s'agit donc de convaincre que nos idées, notre programme est meilleur qu'un autre pour diriger les actions collectives, pour diriger la vie économique. Alors, ces formes de pouvoir, c'est à partir de ces formes de pouvoir que se noueront des relations sociales et que se créeront des inégalités. Les structures donc qui donnent forme au pouvoir, les structures économiques, politiques et idéologiques, vont venir à la rencontre de ce que Grab appelle des bases d'inégalité, des fondements des inégalités. C'est en quelque sorte le terreau sur lequel les inégalités vont pousser lorsque certaines propriétés des individus, certaines caractéristiques des individus ou des sociétés vont entrer en relation avec les structures, les institutions et les mécanismes économiques, politiques et idéologiques. Alors, ce qui se produit donc, c'est que à mesure que ces relations se nouent, il peut apparaître, selon les caractéristiques des individus ou des sociétés, un certain nombre d'inégalités. Quand on identifie ici la propriété, ce que ça veut dire, c'est la
capacité de posséder, de contrôler, de diriger, par exemple, les moyens économiques de production, la propriété des moyens de production, des usines, des services, et ainsi de suite. Mais ça veut dire aussi pour les individus le revenu, l'épargne, etc. Et il y a d'autres caractéristiques comme celles-là qui sont l'éducation et les occupations. Alors, au moment où les individus entrent en relation avec les structures économiques, il se produit donc un certain nombre de phénomènes, il peut se produire un certain nombre de phénomènes qui sont des manières dont les rapports se nouent entre la structure économique et les caractéristiques des individus ou des collectivités et qui produisent de la discrimination, qui produisent de l'enfermement, de l'exclusion, de l'invisibilité ou autres types d'inégalités. La question est plus complexe que ça parce que non seulement ces éléments d'inégalité se produisent, mais ils interagissent aussi avec d'autres éléments, par exemple le genre, l'ethnie, l'appartenance à un espace donné, à une région éloignée, métropolitaine, centrale, périphérique, et ainsi de suite. Et donc, ces inégalités-là qui se créent, se cristallisent, s'accumulent et se reproduisent. Alors, le modèle pourrait être beaucoup plus compliqué, mais c'est suffisant pour ce qu'on a à regarder aujourd'hui. Alors, de quelle région allons-nous parler? Avec quelles données allons-nous étudier ces questions? La première chose à identifier, évidemment, c'est la carte circumpolaire. Alors, vous avez ici une représentation du monde circumpolaire. Ce que vous voyez donc, c'est que le monde circumpolaire s'étend du nord canadien avec le Yukon, les territoires du Nord-Ouest, le territoire du Nunavut. Dans cette étude précise, le Nunavik, le nord du Québec, n'est pas inclus. Ça ne veut pas dire qu'on le néglige, soyez-en bien assurés. Dans cette région de l'Amérique du Nord, il y a aussi l'Alaska. Et ensuite, on a l'ensemble du nord de la Russie, ou enfin un vaste ensemble du nord de la Russie, toutes ces régions qui ont des statuts constitutionnels différents, qui ont des statuts juridiques différents, et pour lesquels les populations ont des pouvoirs très différents. Et il y a ensuite, évidemment, le nord des pays nordiques, les territoires nordiques de la Norvège, les territoires nordiques de la Suède et ceux de la Finlande, l'Islande et le Groenland et les îles Faroe qui, encore aujourd'hui, sont affiliés, associés au royaume du Danemark, puisqu'il faut l'appeler par son nom. C'est au total 24 régions qui seront considérées dans cet exposé. Et on va les étudier à partir d'indicateurs statistiques. Ces indicateurs ont été récoltés pour 2018. Il y en a quelques-uns qui portent plutôt sur 2017. Et on a sélectionné parmi un grand nombre d'indicateurs qu'on a examinés, 14, qui pouvaient être documentés. Alors, c'est un premier défi très important. C'est celui, pour réaliser une comparaison circumpolaire, d'avoir des indicateurs que l'on peut comparer d'une région à l'autre. Et en soi, c'est très compliqué parce que des définitions aussi simples que je sais pas moi, le taux de pauvreté, par exemple, ou le coefficient de Gini, cet indicateur de dispersion de revenus, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement mesuré de la même manière partout. Et alors, il faut faire un effort très important de conciliation de manière à pouvoir réaliser les comparaisons. Alors, ce défi, je peux vous dire qu'il a été réussi, mais ça prend du temps, ça prend de l'effort, mais ce n'est pas insurmontable. Ça mène à des acrobaties importantes. Et évidemment, lorsqu'on publie, il y a des textes méthodologiques qui sont passablement longs et parfois ennuyeux. Et ensuite, donc, ces indicateurs-là, une fois qu'on les aura examinés, on va les analyser de trois manières différentes rapidement. D'abord par des analyses graphiques,
ensuite par les analyses cartographiques et enfin les analyses statistiques. Rassurez-vous, les analyses statistiques, vous allez voir, ça consiste en deux tableaux rapides qui sont très explicites. Alors, l'analyse graphique, alors je n'ai pas mentionné quels sont les indicateurs, mais on va le voir tout de suite dans ce gabarit d'analyse graphique. Alors, les indicateurs portent sur des éléments démographiques comme la croissance de la population, et là on part de 2012, on fait la différence, la croissance entre 2012 et 2018. Et pourquoi 2012? C'est que la dernière fois qu'on a fait cette étude, on s'est rendu jusqu'à 2012. Ensuite, le taux de féminité de la population, c'est la proportion des femmes dans la population totale, le taux de jeunes. Ensuite, des indicateurs qui sont davantage liés à la santé des individus, la mortalité infantile et l'espérance de vie. Des indicateurs proprement de revenus, le revenu disponible, le produit intérieur brut régional, le revenu personnel disponible, donc c'est l'ensemble des revenus dont on peut disposer une fois qu'on a payé ses obligations fiscales. Le produit intérieur brut régional, c'est, pour faire rapidement, l'ensemble des valeurs, de la valeur créée dans un espace géographique donné durant une période donnée. Par exemple, la valeur de tous les biens, de toutes les dépenses pour produire des biens et des services, ainsi que les marges de profit. Ça donne un produit intérieur. Il y a plusieurs manières de calculer cette affaire-là, mais évidemment, dans toutes ces régions, il y a plusieurs manières qui sont utilisées et qui posent un défi de comparabilité. Et finalement, le coefficient de Gini, c'est une mesure qu'on établit qui permet de voir jusqu'à quel point les inégalités sont étendues dans un espace géographique donné. La mesure du Gini est calculée à partir du revenu, de la dispersion des revenus. Et la lecture du Gini, c'est que plus on se rapproche, c'est donc un indicateur qui se mesure de 0 à 1, dans ce cas-ci de 0 à 10, puisque c'est notre échelle. Et plus on se rapproche de 10, plus on se rapproche d'une société totalement inégalitaire. C'est-à-dire que si on est à 10 ou à 1, pour le coefficient de Gini, ça veut dire que dans une société donnée, une seule personne posséderait toutes les richesses. Et si on est plus proche du 0, alors toutes les personnes posséderaient le même niveau de richesse. Alors, ces indicateurs qu'on a mis ensemble, on a essayé, pour pouvoir les analyser simultanément, il a fallu faire des transformations. Et je vous les explique brièvement, parce que une croissance démographique ou un revenu disponible, ça ne se mesure pas de la même manière. Dans le cas des revenus, c'est de l'argent, de l'espérance de vie, ce sont des années. Le pourcentage de femmes, c'est un pourcentage sur 100. Alors, comment est-ce qu'on fait pour analyser tout ça ensemble? Eh bien, pour les mettre dans un tout, on les porte, tous ces indicateurs sont portés sur un gradient de 1 à 10. Et il s'est reporté ensuite sur ce graphique en toile d'araignée ou en radar. Et le classement des indicateurs, l'attribution de ces valeurs aux indicateurs est basé sur l'approche du développement humain d'Amartya Sen. L'idée là-dedans, c'est que plus la surface est couverte, est vastement couverte, alors plus ces conditions, ces indicateurs permettent de croire que la capacité des individus d'épanouir leur potentiel est grande. Alors, dans ce cas-ci, vous voyez que le revenu disponible, est très élevé. La mortalité infantile est très favorable. Évidemment, il y a des indicateurs qui sont inversés ici. Si la mortalité infantile ici a une valeur élevée, ça veut dire qu'en réalité, dans une région donnée, la mortalité infantile est plus faible. L'espérance de vie est très élevée. Et par contre, le coefficient de Gini ici, je ne devrais pas dire par contre, le coefficient de Gini ici montre une situation très égalitaire. Alors, on va examiner maintenant la situation dans chacune de ces régions. Vous allez voir qu'on va rapidement passer à des blocs de régions, puisque l'analyse révèle qu'il y a parmi ces 24 régions trois blocs principaux
qui correspondent en gros aux trois blocs politiques que l'on connaît. L'Amérique du Nord, donc qui comprend essentiellement le Canada, les territoires nordiques du Canada et l'Alaska, les pays nordiques, incluant l'Islande, et la Fédération de Russie. Alors, ce que j'appelle les modèles principaux, c'est important de le mentionner, ce qu'on qualifie de modèle principal, c'est le modèle qui se dégage lorsqu'on superpose ces graphiques obtenus et que les modèles similaires comptent pour la majorité de la population et la majorité des régions. Et à partir de là, on appelle ça un modèle principal. Alors, il y en a trois modèles principaux, donc, comme je l'ai mentionné. Le premier, c'est celui de l'Amérique du Nord. On le voit ici dans les courbes, l'Alaska, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Il manque le Nunavut et vous allez voir pourquoi plus loin, parce qu'il ne s'agit pas d'un modèle, justement, principal. Alors, ce qui caractérise les courbes ici, c'est qu'on voit qu'il y a des dimensions des inégalités, des indicateurs qui nous servent à mesurer les inégalités, qui sont relativement favorables au développement humain. Le revenu disponible est relativement, somme toute, moyen. La mortalité infantile est plutôt favorable. L'espérance de vie est assez allongée. La croissance démographique est très variable. Mais si on faisait une moyenne, on y trouverait quelque chose comme une situation assez favorable. Et le taux de femmes, pour être capable de le placer sur le gradient, le taux de féminité est calculé en mesurant l'écart entre la moyenne mondiale de la population féminine sur la population totale. Et donc, on mesure l'écart obtenu dans chacune des régions avec la population moyenne. Dans ce cas-ci, en fait, on l'a fait pour chacun des pays. On a utilisé l'indicateur de chacun des pays. Et ce que ça veut dire, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Ce qu'on dit, c'est que plus on est proche de la moyenne, plus on se situe à la normale du pays donné. Alors, avec tous les problèmes qu'on pourrait y voir, mais il s'agit ici de poser un diagnostic général sur des situations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces régions-là? Ces régions-là sont des régions, essentiellement des régions ressources qui ont été visitées d'abord et puis colonisées pour pouvoir exploiter les ressources. Ce que vous voyez ici, c'est le célèbre pipeline qui traverse l'Alaska, qui mène au port malheureusement très réputé de Valdez, où il y a eu une catastrophe écologique il y a plusieurs années. Ici, vous voyez une mine, une grande mine, une des premières mines au monde qui a conclu une entente de partage des bénéfices avec les communautés autochtones locales. Toujours les installations de Red Dog. Et ici, vous avez l'exemple d'une mine de diamants dans les territoires de l'Ouest. Évidemment, je ne viens pas de résumer la structure ni économique ni sociale. La structure économique de ces régions du nord de l'Amérique est aussi faite d'industries, de services gouvernementaux très importants, de présence militaire très importante, surtout en Alaska. Et dans le tissu social, il y a un mélange de populations autochtones, plus ou moins nombreuses, un mélange de populations de settlers, de gens qui sont venus s'établir, qui venaient, dans le cas des États-Unis, ce qu'on appelle les Lower 48, et de résidents qui sont là depuis plusieurs générations. Le modèle suivant, c'est le modèle des pays nordiques. Alors, ici, on voit des distinctions assez nettes dans ce modèle. Alors là, je vous dis tout de suite, ça, c'est un des deux graphiques. Il y en aura un autre, mais il est extrêmement similaire. Alors, j'en mets un pour faire vite. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des caractéristiques qui se démarquent très, très importantes. D'abord, on est dans les coefficients de Gini aux valeurs les plus égalitaires. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le calcul était à l'inverse, en fait, mais la valeur elle-même a été inversée pour que les valeurs égalitaires, comme par exemple la mortalité infantile la plus favorable, c'est-à-dire la plus faible, soient aux périphéries du graphique. Alors, vous voyez, dans les pays nordiques, la situation des revenus est très égalitaire.
le taux des femmes dans les régions nordiques et des pays nordiques correspond donc à ces moyennes nationales. L'espérance de vie est la plus élevée et la mortalité infantile la plus faible. Les pays nordiques et le nord des pays nordiques sont réputés pour leur industrie touristique en particulier. Et je vous montre ici des images de rêve, comme le lac bleu en Islande. Mais il y a aussi une vie industrielle extrêmement diversifiée sur le continent, mais aussi en Islande. Ce que vous voyez ici, c'est une usine de fabrication d'aluminium qui est alimentée par la géothermie. C'est une usine, c'est vraiment formidable de visiter une usine semblable parce qu'il n'y a personne dedans. Il y a essentiellement 2 employés qui font la production, qui autrefois aurait été fait par une armée d'ouvriers. Dans ces régions aussi, il existe l'industrie extractive importante, en particulier le pétrole en Norvège. L'industrie forestière est très importante, notamment dans le nord de la Finlande. Il existe des pêcheries ultramodernes avec ces navires-usines et ainsi de suite. Et dans le nord de la Finlande, le fabricant de téléphones portables Nokia est installé là jusqu'à récemment. Alors, on s'en va en Russie maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit en Russie? Eh bien, une situation très, très différente. Alors qu'on a vu tout à l'heure des coefficients de Gini très favorables, un taux de féminité très favorable, une espérance de vie très favorable, ici on trouve une mortalité infantile qui est pas mal malgré tout. Mais on trouve des autres indicateurs qui sont parmi les plus bas dans l'ensemble des régions. Ici, vous n'avez qu'un échantillon des régions, comme dans le cas des pays nordiques, pour simplifier le propos tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme situation économique dans le nord de la Russie? Dans ce modèle principal, il faut bien le préciser, dans ce modèle principal, on trouve des régions dans lesquelles il y a des industries qui sont là depuis fort longtemps, qui se sont ou non modernisées, et parfois non. Et vous voyez donc des industries dont la prospérité est passée en quelque sorte. Très souvent, les équipements de production, ici le transport ferroviaire dans la région de Mourmansk, sont des équipements qui sont sinon désuets, du moins qui mériteraient une cure de jeunesse. Vous avez ici une usine une raffinerie de nickel dans la région de Montchegorsk, dans la péninsule de Kola. Et ce que vous voyez autour, juste devant ici, là, c'est la forêt qui était là avant que les usines ne commencent leur opération sous Staline. Ces usines, au moment de l'effondrement de l'URSS, ont été accaparées par des oligopoles et ont été remises en fonction sans qu'on s'occupe tellement de la pollution atmosphérique. Et ça donne une poursuite de cette désertification de la région. Et dans cette région, précisément, l'espérance de vie est autour de 48 ans. Là. Alors, ici, on trouve aussi des endroits qui ont connu une certaine prospérité. Ici, vous avez un village Sami de l'ouest, du nord-ouest de la Russie, mais qui ont été abandonnés. Et alors, il y a une économie qui est relativement diversifiée, mais qui est vieillissante, parfois laissée à l'abandon, et qui a beaucoup souffert, évidemment, de l'effondrement de l'URSS. Et il y a beaucoup de gens qui doivent, pour arriver, faire plusieurs métiers, y compris faire des potagers pour vendre les produits de son travail. Alors, vous voyez, si on compare ces 3 modèles principaux, il émerge donc des différences, des inégalités entre les régions qui sont assez importantes, entre l'Amérique du Nord, les pays nordiques, et la Fédération de Russie. On voit donc une situation qui tendrait à être plus favorable à certains égards en Amérique du Nord, plus favorable dans les pays nordiques à certains égards. Ailleurs, il semble que ce ne soit pas nécessairement le cas, mais on verra qu'il s'agit tout simplement d'un dispositif qu'on va examiner un peu plus tard.
Et finalement, la Fédération de Russie, dans le modèle principal, dans cet ensemble de régions qui forment donc la majorité des régions, qui comprend la majorité de la population, on a une situation beaucoup plus difficile. Et comme on peut le voir par l'indicateur de Gini ici, inégalitaire, à ces inégalités de Gini correspondent d'autres types d'inégalités. Je vous ai dit qu'on avait des modèles, donc des variations à partir des modèles principaux. Il s'agit de ces régions qui n'entrent pas, qui n'ont pas la même configuration graphique que ce qu'on trouve ailleurs. Alors, je vous les présente brièvement sans être exhaustif, mais vous allez voir immédiatement la différence. Dans le modèle nord-américain, voici le modèle nord-américain principal et voici le modèle de variation. Et dans ce cas-ci, il s'agit du Nunavut dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on voit qu'il y a des différences de configuration flagrantes. Le revenu disponible est parmi les plus bas. La mortalité infantile est parmi les plus fortes. L'espérance de vie parmi les plus faibles. Et le coefficient de Gini défavorable. Le revenu disponible, donc très bas. Le produit régional également très faible. Qu'est-ce qui se passe au Nunavut? Qu'est-ce qui distingue le Nunavut par rapport aux autres territoires de l'Amérique du Nord? Le Nunavut, comme vous le savez probablement, c'est un nouveau territoire canadien créé en vertu de la Constitution canadienne en 1999. Et c'est un territoire qui est majoritairement habité par la population inuit. Ils ont donc acquis le statut de territoire canadien avec un parlement. Vous voyez. La région est composée d'un certain nombre de villages de faible taille démographique, sauf celui qu'on voit en ce moment, qui s'appelle Iqaluit, qui est la capitale du territoire, avec son nouvel aéroport international. Et les gens gagnent leur vie beaucoup en travaillant aux services gouvernementaux, au maintien des services gouvernementaux, y compris les services municipaux, comme ici dans le cas du village de Grace Fjord que vous voyez. Évidemment, il y a aussi de l'industrie extractive au Nunavut. Il y a des mines d'or, il y a des mines de fer. Mais ce sont des mines dont l'envergure a peu de commune mesure avec ce qu'on peut voir en Alaska ou dans les territoires du Nord-Ouest, par exemple. Et il y a également une population, donc majoritairement inuite, qui continue d'assurer sa sécurité alimentaire, non seulement par le travail salarié dans les services gouvernementaux, dans les services privés, dans le transport, et ainsi de suite, mais aussi par la chasse et la pêche, qui sont des pratiques vivantes, quotidiennes, et qui contribuent de façon marquée non seulement à l'alimentation de la population, mais aussi à son identité. Dans les pays nordiques, voyons la différence entre le modèle principal que vous voyez ici et le modèle variant, pour employer un langage pandémique, qui concerne essentiellement le Groenland. Et vous voyez qu'on est dans un autre univers. Alors, les caractéristiques que j'ai mentionnées tout à l'heure pour le Nunavut sont à peu près reproduites ici et distinguent absolument le Groenland des autres régions arctiques des pays nordiques ou scandinaves. Alors, qu'est-ce qui se passe donc au Groenland? Allons faire un tour en image. Le Groenland, donc, c'est un territoire comme les îles Faroe, qui est donc rattaché au Danemark, qui lutte pour son autonomie gouvernementale. Elle possède une économie relativement diversifiée, mais basée un peu comme au Nunavut sur le travail dans les services gouvernementaux et les services qu'il faut pour maintenir un nombre relativement petit de petites localités, de petites communautés. Alors, il y a donc, c'est un peu la base. Il y a un tourisme qu'on voudrait développer, mais qui est difficile parce que la concurrence des voisins, des croisières en Alaska, par exemple, ou des voyages en Islande, c'est une concurrence difficile à affronter.
il y a de l'industrie extractive de ressources naturelles non renouvelables, mais avec une espèce de frilosité. Il y a quelques pierres semi-précieuses. Il y a des mines qui sont et ça, ce que vous voyez ici, c'est un projet de mine. Il y a des mines d'extraction de petite envergure. Il y a actuellement un projet important de mine d'uranium, mais le Parlement groenlandais a de la difficulté à se décider fermement et à donner un feu vert pour ce genre de choses qui est vu par une grande fraction de la population comme quelque chose qui n'est pas nécessaire et utile. Et au Groenland, comme au Nunavut, la population supplée à son alimentation par la chasse, par la pêche, dans ces villages qui sont attachés culturellement au monde inuit, mais matériellement beaucoup au monde européen. Ce que vous voyez ici, c'est la capitale Nuuk. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe en Fédération de Russie, où on a vu ces situations plutôt défavorables caractériser le modèle principal. Ce qu'on a ici, donc, c'est le modèle de variation et qui touche trois régions en particulier, Khanty-Mansis, Sakha et la région Yamal-Nenets. Yamal-Nenets et Khanty-Mansis, c'est à peu près central là, si on regarde la carte de la Russie. Et la République de Sakha, où il y a Yakoutie, on est plus dans l'extrême-orient. Alors, ce qui frappe évidemment là-dedans, c'est l'importance du produit régional. Et dans ces cas, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il s'agit de deux régions qui produisent du gaz et du pétrole. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que le reste des indicateurs, bon, il y a des similarités, mais voyez la différence dans la croissance démographique, par exemple, et c'est totalement attribuable à la croissance de l'industrie extractive et de l'exportation de ces ressources naturelles. Alors, voilà en gros ce qui explique les variations. Dans ces régions, alors ce que vous voyez ici, là, si vous enlevez les trois quarts en haut de la photo à partir d'ici, tout ce que vous voyez là, c'est la nature telle qu'elle était avant que les grandes usines de transformation de pétrole, les raffineries, les autres usines extractives ne se mettent en place. Ici, on est dans les régions des Khanty-Mansis. Vous avez ici les installations de Gazprom dans la même région, Gazprom qui est le bras armé du gouvernement fédéral russe pour cette exploitation. Et ici, le complexe Novatek dans la région de Yamal-Nenets, sur le bord de l'océan Arctique, qui a été mise en construction et qui est encore en construction et qui sera en construction pendant quelques années. C'est à lui seul, ce champ gazier produit 90% du gaz russe et c'est une très grosse proportion du gaz produit dans le monde. Alors, vous voyez la même chose ici. Et bon, alors, je vous rappelle, là, si vous regardez dans le fond de la photo ici, ce que vous voyez, c'est la nature telle qu'elle était. Alors, un renne peut bien ne pas s'y retrouver dans la taïga et la toundra. Et dans la région de Yakoutie, cette région-là a aussi une industrie extractive relativement importante, mais on parle davantage de diamants ou de pierres précieuses ou semi-précieuses. Alors, là aussi, évidemment, je ne peux pas résumer, je ne résume pas l'ensemble de la structure économique de ces régions et encore moins la structure sociale dont j'ai très peu parlé. Mais je veux mettre en évidence les éléments les plus importants. Alors, une fois qu'on a vu ces grandes distinctions entre ces trois blocs, maintenant, on va essayer d'avoir une approche, un regard un peu plus global, un peu plus circumpolaire, et essayer de voir lorsqu'on distribue les variables les plus importantes, les indicateurs les plus importants sur une carte géographique, qu'est-ce que ça peut nous révéler? Alors, il y a trois indicateurs qui sont particulièrement utiles pour faire la carte, c'est le cas de le dire, des inégalités circumpolaires.
la distribution du revenu, bien entendu, et comme vous l'avez vu, l'espérance de vie et la mortalité infantile. Dans d'autres études précédentes, on a pu ajouter à ça le niveau d'éducation, mais cette fois-ci, malheureusement, pour des raisons de couverture statistique inappropriée, insuffisante pour la Fédération de Russie, il n'a pas été possible d'utiliser celui-là. Mais vous pouvez me croire qu'il s'agit d'indicateurs qui sont très volubiles, très révélateurs. Alors, la mortalité infantile, comment lire la carte ici? Alors, dans la carte, ce que vous voyez, c'est donc chacune des régions avec un code de couleur. Et simplement, plus la mortalité infantile est élevée, plus la couleur s'en va vers le rouge. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la région du Nunavut, où on a à peu près 40 000 personnes et 85% de la population qui est autochtone, c'est dans cette région que la mortalité infantile est la plus élevée. Qu'est-ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en Tchoukotka, une population similaire en termes de nombre, et dont à peu près la moitié, un peu moins de la moitié de la population est autochtone, et le deuxième endroit dans le monde arctique où la mortalité infantile est plus élevée. Alors, c'est pas sans frapper. Maintenant, vous allez vous demander sans doute pourquoi est-ce qu'on n'a pas intégré dans l'indicateur, dans la liste des indicateurs, la proportion, le poids démographique des populations autochtones dans les... La raison est simple, c'est que c'est impossible. Actuellement, on peut le faire pour le Canada, on pourrait le faire pour l'Alaska, mais quand on s'en va en Europe, il est à peu près impossible d'avoir des statistiques fines concernant les caractéristiques de la population autochtone. Et c'est encore pire en Russie, où les dernières données disponibles remontent à 2010. Alors, autre élément, l'espérance de vie. Alors, l'espérance de vie la plus élevée ici, c'est donc là où les régions sont les plus foncées. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, la même chose, c'est-à-dire qu'en Tchoukotka, l'espérance de vie est la plus faible. Ailleurs, on n'est pas dans les valeurs aussi faibles qu'en Tchoukotka. Mais ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que le nord des pays scandinaves, des pays nordiques, y compris les îles Faroe, l'Islande, pas le Groenland, quoi, et le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande sont les régions où l'espérance de vie est la plus élevée. L'espérance de vie est la moins élevée, donc dans plusieurs régions russes, comme on l'a déjà vu. Et enfin, les inégalités de revenus. Ici, les inégalités de revenus sont caractérisées donc par une couleur foncée. Et vous voyez que les inégalités de revenus touchent essentiellement le nord de la Russie, en particulier les régions à l'est de la Russie et l'Alaska. Ce n'est pas anodin et nous allons y revenir. Si on veut avoir une vision plus claire encore, plus significative, alors on se tourne pour quelques minutes vers des analyses statistiques. Alors, on va prendre les trois mêmes indicateurs et on va vérifier s'il existe des relations, des associations qui sont statistiquement significatives entre elles. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport de causalité. Mais ce que ça signifie, c'est que si on vérifie donc qu'il y a des associations statistiques, ça signifie qu'il y a une relation entre ces phénomènes. Et je vais y revenir. Alors, voyons voir. Ce que vous voyez ici, c'est un graphique, une droite de régression. Et vous avez ici la mortalité infantile, donc le taux de mortalité infantile. Et ici, l'indicateur, le coefficient de Gini, qui est donc de 0 à, il monte ici jusqu'à 4,5. Et je vous rappelle que plus le coefficient de Gini est élevé, plus les inégalités sont grandes. Plus le coefficient est faible, moins les inégalités sont grandes. Plus l'égalité, à contresens, est grande. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer là-dedans? D'abord, vous avez un code de couleur. Les pays nordiques sont représentés en bleu, l'Amérique du Nord en bleu pâle et la Fédération de Russie, les régions de la Fédération de Russie
en rouge. Alors, ce qu'on constate tout de suite, c'est que dans les régions des pays nordiques, il y a une relation significative, nette, entre la faiblesse des inégalités et la faiblesse de la mortalité infantile. Et l'inverse est aussi vrai pour les régions russes. Dans les régions russes, les inégalités de revenus grandes sont associées avec une mortalité infantile plus importante. Si nous regardons maintenant l'espérance de vie, nous voyons une relation significative inverse, où l'espérance de vie est la plus forte dans les pays où l'égalité est la plus grande et l'espérance de vie est la plus faible dans les pays ou dans les régions où l'inégalité est la plus grande. Qu'est-ce qu'il faut penser de tous ces éléments? Je vous propose une discussion qui fera appel à l'approche que je vous ai présentée au tout début, c'est-à-dire de voir les inégalités comme une capacité de contrôle de ces pouvoirs politiques, économiques et idéologiques, et qui se manifestent à l'intérieur de relations sociales entre des espaces, entre des gens qui ont des caractéristiques, des appartenances, des identités ethniques, des gens qui ont des appartenances de classe par leur emploi, par leur revenu, par leur éducation et ainsi de suite. Je voudrais caractériser donc les résultats par ces trois propositions. Dans les pays nordiques, on a un système économique basé sur le capitalisme, à saveur néolibérale, avec un État centralisé et démocratique dans les pays, dans ces pays nordiques. En général, les régions, il n'existe pas de telles choses qu'on a au Québec comme des provinces avec des pouvoirs aussi étendus. Évidemment, il y a des différences entre toutes ces situations, mais le principe général est celui-là. Dans les idées ambiantes dans ces pays, la responsabilité sociale persiste malgré qu'on soit les deux pieds dans le néolibéralisme. Mais c'est un néolibéralisme qui est modulé en fonction des pays. Le néolibéralisme pratiqué en Norvège est assez distant de celui qui est pratiqué, par exemple, en Finlande. Mais tout de même, dans cet ensemble demeure cohérent. Il y a une persistance de la responsabilité sociale des entreprises et surtout de l'État. Et ça amène à une fiscalité très forte. Et c'est ce qui explique que quand on regardait le modèle principal des pays nordiques, on avait un revenu disponible plutôt faible en comparaison avec d'autres régions. C'est qu'en réalité, la ponction fiscale permet de donner des services à la population qui sont offerts généralement gratuitement et qui comptent pour une part très importante de ce qui est dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, comme des dépenses majeures. Alors, ces idées, ces manières d'envisager la vie sociale commune modèlent les inégalités économiques, sociales et politiques, avec ces résultats que nous avons vus où les inégalités sont parmi toutes les régions nordiques les plus faibles. Évidemment, c'est ponctué d'hésitation, c'est ponctué de recul. On a vu, par exemple, au Groenland, des tentatives de centraliser les toutes petites collectivités pour les amener dans les chefs-lieux des communes, sous l'inspiration, sous la pression des bailleurs de fonds mondiaux. Mais grosso modo, le pari social-démocrate continue de tenir. Ces inégalités dans ces régions sont modérées à peu près partout, bien qu'il y ait des différences majeures, et c'est le cas évidemment au Groenland où la population autochtone est là et vit une situation coloniale comme on en connaît également. Et cette population cherche les voies de son autonomie avec tâtonnement, en hésitant, parce que se donner une base extractiviste
ce n'est pas nécessairement cohérent avec le mode de vie auquel on est habitué. Parlant de la Fédération de Russie, ma proposition, c'est de qualifier cette situation d'une tolérance aux inégalités. La structure économique russe est un capitalisme d'oligopole et de monopole d'État, avec un État très centralisé, un État autoritaire. Quelques auteurs que je fréquente l'appellent le néo-tsarisme ou même le néo-césarisme. L'idéologie imposée par le pouvoir politique, c'est celle de l'abandon des responsabilités sociales. Lorsque, comme je l'ai mentionné plus tôt en examinant le modèle principal, lorsque l'URSS a été démantelée, les grands combinats, comme on les appelle en russe, les grandes entreprises de fabrication, les raffineries et ainsi de suite, ont été bradés, cédés à des oligopoles. Et ce qui venait avec ces achats à bon marché, c'était les moyens de production sans les responsabilités sociales. Alors qu'autrefois, en particulier dans les villes mono-industrielles, ces entreprises avaient la responsabilité de loger les gens, de veiller à la santé des gens, d'opérer des écoles, et ainsi de suite. Alors tout ça est disparu. Et cette situation-là s'est produite donc à grande échelle, se produit encore aujourd'hui. Le dernier exemple en date, c'est celui du logement, où exactement la même chose s'est produite. Les logements étaient largement étatisés ou encore opérés par les entreprises. Aujourd'hui, les Russes ont beaucoup de difficultés à accepter que le logement soit une simple marchandise comme toutes les autres. Ça produit donc des inégalités économiques importantes, des inégalités sociales qui affectent toutes les régions, mais différemment selon certaines caractéristiques des régions. Dans les régions où, comme on l'a vu, on exploite des ressources stratégiques comme le pétrole et le gaz, les inégalités économiques sont extrêmement importantes à cause de la démesure de l'extractivisme, la démesure des salaires, des bénéfices et ainsi de suite. Dans les régions en déclin basées sur l'exploitation de ressources non stratégiques, de ressources de nature plus traditionnelle, pas au sens autochtone, mais au sens on a toujours fait ça, on continue à faire ce qu'on fait. Alors, les inégalités sont nettement visibles par rapport aux autres régions, comme on l'a vu quand on compare le modèle principal et le modèle de variation. Et finalement, dans les régions population autochtone, les inégalités non seulement touchent l'économie, touchent le social, mais aussi le politique. Durant les années, les 2 dernières décennies, les associations autochtones ont subi de nombreux assauts de pouvoir politique pour être moins visibles. Et somme toute, lorsqu'on met toutes ces considérations ensemble, ce qu'on trouve, c'est une tolérance générale, je ne veux pas dire consensuelle, mais une tolérance générale que la société, dont la société fait montre aux inégalités. Ça ne veut pas dire non plus que c'est ni que c'est consensuel, ni que c'est un consentement volontaire, quand le pouvoir politique se maintient en place par des entourloupettes. Lorsque le président qui est plus éligible pour être président devient premier ministre, il retrouve son éligibilité de président et qu'il met en place un système autoritaire, ben, ça donne ce que ça donne. Et finalement, si on regarde l'Amérique du Nord, ce qu'on voit, donc, j'appelle ça les variations nord-américaines, avec un capitalisme néolibéral, bon teint, particulièrement aux États-Unis, avec un pouvoir politique qui est séparé par paliers, avec donc des verrous de sécurité pour la démocratie, une démocratie et des libertés civiques importantes. L'idéologie caractérisée par une généralisation d'acceptation du néolibéralisme, par cette pratique même dans la vie quotidienne de la compétition entre les individus, entre les entreprises, entre les villes, entre les provinces, et ainsi de suite. Mais évidemment, il s'agit d'une situation qui est modulée par pays et modulée par région. Ça explique des différences fiscales, comme on les a vues entre l'Alaska et le Nord canadien, où en Alaska,
le revenu personnel disponible est extrêmement élevé, pas seulement à cause des salaires, mais aussi parce que la fiscalité est très légère. Et ces inégalités affectent toutes les régions de manière plus ou moins différente, un peu comme on l'a vu à l'instant, ou dans les régions où il y a exploitation de ressources stratégiques, on a les mêmes effets. Et dans les régions où la majorité de la population est autochtone, on a des effets également similaires. Il y a une ambivalence dans nos régions nord-américaines par rapport aux inégalités, comme on peut le voir, parce qu'il y a une polarisation, une situation qui s'est beaucoup polarisée entre ce qu'on peut continuer d'appeler la droite et la gauche, l'alternance aux États-Unis, des démocrates, des républicains, au Canada, des libéraux et des conservateurs, et ainsi de suite. Et ce qui est caractéristique du Canada, c'est que dans cette situation maintenant, on ne peut plus imposer quoi que ce soit sans compter sur la présence autochtone qui vit une réelle résurgence d'un point de vue politique. En quelque sorte, tout se passe comme si, quand on fait l'analyse globale, tout se passe comme si chaque société choisissait son degré d'inégalité tolérable en allant voter. Ce serait évidemment un peu réducteur parce qu'on peut se demander jusqu'à quel point le vote aujourd'hui, conditionné par le travail idéologique et les formidables moyens de persuasion dont il dispose, jusqu'à quel point le vote est encore libre. La plupart de ces observations, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vont être publiées à la fin du mois de mai lors de la prochaine réunion du Conseil de l'Arctique. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, M. Duhem. C'était très intéressant. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de la période de questions. Il y en a déjà quelques-unes sur l'outil questions-réponses. Alors, nous vous rappelons d'écrire vos questions dans l'outil questions-réponses et non pas dans le chat. Alors, sans plus tarder, je vous lis à voix haute la première question. Oui. Sachant que les moyens de transport entre les villages sont particulièrement limités, tout comme les services de santé gouvernementaux, est-ce que cela peut avoir un rôle à jouer dans l'espérance de vie et surtout dans la mortalité infantile? Absolument, parce que le transport, c'est une ressource fondamentale dans le cas des accidents de santé, par exemple. Mais en fait, c'est un enchevêtrement de situations, un peu comme je l'ai montré dans l'approche que j'ai illustrée tout à l'heure, qui nous vient d'Edward Grab. Ces éléments-là, cette situation qu'on constate de fragilité, d'inégalité, est le résultat d'un ensemble de facteurs. Et la situation des transports, la situation de l'éloignement, le froid, par exemple, l'absence de route, l'absence d'équipement d'atterrissage. On pourrait en citer bien d'autres. Il n'y a pas de port en eau profonde dans le nord canadien, par exemple, alors que le moindre village au Groenland a son port en eau profonde. Alors, tout ça mis ensemble, ça contribue à cette accumulation de facteurs qui conduisent à des inégalités importantes et à des indicateurs de santé, mais on pourrait voir la même chose du point de vue de l'éducation. C'est très important. Et je pourrais en parler longtemps parce qu'évidemment, il y a bien d'autres facteurs, dont le colonialisme, qui n'est pas le moindre. Mais si quelqu'un souhaite que j'en parle, je vous en prie, allez-y. Est-ce que ce sont ces facteurs qui pourraient expliquer le taux de mortalité infantile assez incroyable au Nunavut? Et si oui, est-ce que nous avons des solutions mises en place? Oui, il faut dire que le taux de mortalité, c'est un indicateur il faut lire avec nuance, avec prudence plutôt. Parce que dans les toutes petites populations comme ce qu'on a au Nunavut ou dans d'autres régions similaires, des variations, des très petites variations en quantité et en valeur absolue peuvent mener à des variations en taux qui semblent extraordinaires. Et parfois, il s'agit d'un nombre relativement petit d'individus. Ceci dit, quoi qu'il en soit, quand on compare la mortalité infantile de ces régions avec des plus grands ensembles, il est évident qu'il y a une grande différence. Est-ce que ces facteurs
explique la mortalité infantile, ce serait trop simple de répondre oui, tout simplement. C'est un facteur, comme j'ai essayé d'expliquer, mais ça ne peut certainement pas se réduire à ça. Il y a tous ces effets combinés de la sédentarisation récente, forcée, du changement de mode de vie, euh, et de la sédentarisation, en fait, qui a conduit les gens à changer réellement de mode de vie, de manière de s'occuper d'eux-mêmes dans un univers relativement étranger pour lequel ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'adapter. Alors, il faudrait une autre conférence pour parler de cette question-là avec des collègues qui en savent beaucoup plus que moi là-dessus. C'est bien noté. Alors, une autre question plus large, que pouvons-nous dire sur la Nunavik? Sur le Nunavik, ben, je n'ai pas parlé du Nunavik, en effet, pour les raisons que vous devinez, je l'ai mentionné au départ, parce qu'il n'y a pas moyen de comparer, les données n'existent pas. Par exemple, pour les données économiques du Nunavik, si on veut savoir quel est le revenu personnel disponible, on a toujours le recensement. Mais si on veut savoir quel est le produit intérieur, par exemple, ben alors il n'y a pas de source, à part les travaux que j'ai faits. C'est moi qui fais la comptabilité régionale du Nunavik. Et la dernière fois qu'on l'a fait, donc c'était en 2012, je n'ai pas voulu réutiliser ces données-là pour des raisons il y a tellement eu de changements que ça aurait pas ça, ça aurait, ça aurait révélé pas grand-chose qui puisse se comparer d'abord. Ce qu'on peut dire du Nunavik, c'est que la situation est très similaire à celle du Nunavut. Il y a des différences, j'en conviens. La population est de plus faible taille démographique, mais elle partage les mêmes caractéristiques essentielles. Une population jeune, un très fort pourcentage de population qui n'a aucun diplôme scolaire, euh, euh, un taux de chômage relativement élevé, euh, mais pas si élevé que ça. En réalité, les emplois qui sont disponibles sont pourvus, sont dotés. Euh, Ce qui est la plus grande caractéristique commune avec le Nunavut au Nunavik, c'est le taux de pauvreté. C'est la sécurité alimentaire. Quand on regarde les données publiées sur les taux de pauvreté utilisant les méthodes reconnues mais valables avec les conventions qui les gouvernent, ben, on trouve un taux de pauvreté qui ressemblerait à 18-20 dans ces régions-là. En réalité, il n'en est rien. Parce que le défaut de ces mesures, c'est de ne pas tenir compte du coût de la vie. Et le coût de la vie, là-bas, ça n'a rien à voir avec le coût de la vie à Québec. Il coûte 100 comme panier d'alimentation à Québec, peut coûter 150, 160 dans un village. Il y a un village où j'ai observé déjà plus de 200 donc 200 Et ce coût de la vie-là a un impact immédiat sur la valeur des revenus de la population, de sorte que quand on en tient compte, on a calculé avec un collègue des taux de pauvreté tenant compte du coût de la vie. On est arrivé à des couvrant l'ensemble de l'ère inuit du Canada, des taux qui sont en moyenne de 37 qui vont de 32, je pense, à 43. Alors, c'est quatre fois le taux de pauvreté au Québec et au Canada. Alors oui, on peut dire ça. Il y a aussi de l'industrie extractive là, euh, qui apporte très peu à l'économie régionale. C'est des entreprises qui fonctionnent à peu près en vase clos. Il y a évidemment, comme partout ailleurs maintenant où c'est devenu requis par la loi, au moins au pays en tout cas, des retombées qui sont accordées aux entrepreneurs. Il y a de la formation de mineurs, etc. Mais l'essentiel, la structure économique du Nunavik ressemble beaucoup à celle du Nunavut. Et les inégalités ne sont pas moins élevées, de telle sorte que même les représentants, les autorités régionales, il y a quelques années déjà, m'ont demandé si on était capable de faire une recherche pour savoir pourquoi il y avait autant de riches et pourquoi il y avait autant de pauvres. Et surtout pourquoi il y avait autant de pauvres dans un pays si riche qui envoie tant de ressources à l'extérieur du pays. Bien intéressant. Une question d'un autre participant. En quoi les inégalités sociales sont ou ne sont pas des valeurs importantes selon leur propre conception? Oh, j'avoue que je ne suis pas certain de comprendre la question.
En quoi les inégalités sociales sont ou ne sont pas des valeurs importantes selon leur propre conception? Selon la conception des personnes qui jugent qu'il s'agit d'inégalité, c'est ce que je comprends de la question. Ben oui, Oui. vous avez, c'est une question parfaitement légitime parce que on ne peut pas parler d'inégalité sociale sans parler de justice sociale. Les inégalités, on le présente ici comme des mesures objectives basées sur des statistiques, des indicateurs. On parle de faits, on parle pas de jugement de valeur. Sauf que ce sont les sociétés qui décident qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui est une injustice. Non seulement il faut les inégalités, non seulement il faut qu'elles soient en fait, ce qui d'ailleurs n'est pas une obligation parce qu'on peut très bien ressentir une égalité sans qu'elle se matérialise ou se visualise en fait observable. Mais il faut en plus que cette inégalité identifiée soit jugée illégitime et donc qui commande une intervention. Alors, les inégalités, aujourd'hui, on est face à la dénonciation d'un grand nombre d'inégalités qui, autrefois, étaient tout simplement ignorées, même si les individus pouvaient souffrir individuellement, euh, ou même parfois collectivement, euh, de ces rejets, de ces ostracismes, de ces stigmates, et ainsi de suite. Mais les inégalités aujourd'hui, avec la société dans laquelle nous vivons, gouvernée par des chartes qui donnent des droits aux individus, qui laissent aux individus la liberté de choisir un certain nombre de comportements, un certain nombre de convictions religieuses, sexuelles, identitaires, et ainsi de suite. Alors, quand les gens se rassemblent et constatent, à bon droit, la plupart du temps, évidemment, qui sont ostracisés, qui sont marginalisés, qui sont discriminés, ils se regroupent et essaient de faire changer les choses. Alors, c'est indissociable. Quand vous dites, est-ce que les inégalités ne dépendent pas des valeurs qu'on leur attribue, vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup. Une autre question, si on compare la répartition ethnique du Nunavut par rapport à celle des territoires du Nord-Ouest et du Yukon, jusqu'à quel point l'intersectionnalité des habitants du Nunavut influence-t-elle les indicateurs socio-économiques? Jusqu'à quel point devient-il facile pour le pouvoir central de se déresponsabiliser? La situation démographique est très différente dans les trois régions. Au Nunavut, c'est la majorité de la population qui est inuit. Au Yukon, il y a une petite portion démographique, j'entends, de la population qui est autochtone, de Première Nation. Les Inuits ne sont pas présents là. Et dans les territoires du Nord-Ouest, il y a un mélange. La proportion de population autochtone est plus importante. Jusqu'à quel point le fait que ces caractéristiques ethniques, ces appartenances identitaires euh, permettent à l'État ou donnent un degré de liberté à l'État pour s'occuper ou ne pas s'occuper, pour prendre soin ou ne pas prendre soin, pour discriminer ou ne pas discriminer. Ce serait difficile de répondre simplement à la question. Le fait que le Nunavut ait obtenu le statut de territoire lui donne une égalité juridique par rapport au territoire du Nord-Ouest et par rapport au Yukon, et lui donne également le même type de pouvoir, avec le même type de contraintes et de limitations euh, que dans les autres territoires. Il y a donc droit, en théorie, au même traitement du gouvernement fédéral. Euh, Est-ce qu'il y a de la discrimination sur la base ethnique? C'est possible parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont destinés, programmes fédéraux, c'est ce dont on parle principalement, ces questions du Nunavut, programmes fédéraux qui sont destinés à la population en général, mais aussi à la population autochtone en particulier. Et il y a des programmes là qui sont chargés de décisions qui peuvent transporter euh, quelque chose qui pourrait s'apparenter à la stigmatisation ou la discrimination. Je pense par exemple au programme Nutrition Nord qui a commencé à être mis en application il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Et il s'agissait de transformer un ancien programme qui subventionnait tout ce qu'il y avait dans le magasin euh, par un programme qui subventionnait certaines choses et pas d'autres en fonction d'un certain nombre de critères.
Et la subvention la plus forte était donnée aux fruits et légumes frais. Et ben, ça a fait rire les Inuits parce que leur réaction, ça a été nous, on ne mange pas ça. On n'est pas des lapins, nous. Nous, on mange la viande. Et si on ne subventionne pas la viande, ben, ça nous intéresse moins. De toute façon, on a en masse de la viande, c'est pas ça dont on aurait besoin. Alors, les gens se sont battus pour faire transformer ces modalités d'application avec un succès plutôt mitigé. Il est arrivé même à un moment donné où les représentants Inuits ont tout simplement quitté la salle de réunion à laquelle ils participaient pour protester contre ce genre de pratique qui peut être jugé comme discriminatoire ou en tout cas inapproprié d'un point de vue certainement culturel. Intéressant. Quelle, quelle pratique des pays qui ont des bons résultats pourrions-nous importer au Canada? Là, vous me demandez de faire un jugement, par exemple. Ben, ce que je vois très nettement, c'est que on n'est pas si éloigné au Québec, en fait, des pays nordiques, des régions nordiques de ces pays européens. Il y a encore beaucoup de politiques au Québec qui sont davantage du côté du modèle sociodémocrate, puis moins du côté du modèle néolibéral. Mais la couverte est pas mal tirée du côté du modèle néolibéral. Et il y a de ces politiques qui sont modifiées continuellement pour transformer les règles du jeu pour que le marché soit libre de fonctionner plutôt que d'être appuyé par des subventions gouvernementales, ce genre de choses. Moi, je pense que la preuve est faite que dans les pays Norvège, Finlande, Suède, Islande, Danemark, les politiques sociales démocrates, assorties d'une fiscalité très lourde, il faut le dire, parce que ça coûte quelque chose, ont l'effet clair d'aplanir les inégalités. Alors, moi, je pense qu'on peut s'en inspirer autant que faire se peut. Mais comme j'ai tenté de l'expliquer, dans la situation où on est actuellement, où on est à l'ère du néolibéralisme galopant, ramer vers le côté de la social-démocratie, c'est comme vouloir remonter les chutes du Niagara. Merci. Croyez-vous que les gouvernements autochtones, Groenland et Nunavut contribuent à réduire les inégalités? Ce que je crois, c'est ils font les efforts qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais il faut comprendre aussi que dans ces gouvernements-là, ils ont une autonomie limitée. D'abord, ils n'ont pas les compétences dans toutes les matières, ils ont compétences dans certaines matières. Mais surtout, leur financement est assuré par le gouvernement fédéral. Puis ça, c'est pas une assiette fiscale, c'est pas une assiette budgétaire qui se modifie très facilement. Les formules de financement sont épaisses comme ça, extrêmement complexes. C'est pas quelque chose qui est renégocié régulièrement parce que c'est vraiment très compliqué. Et donc, ils ont peu de moyens autonomes pour pouvoir aller plus vite, aller plus loin. Et ensuite, cette difficulté-là centrale, c'est celle donc des compétences dans lesquelles ils sont enfermés, des compétences qu'ils n'ont pas. Et ça change tout, là. Je peux vous donner l'exemple du Nunavik, puisque la question a été posée tout à l'heure. C'est un exemple que je connais bien puisque j'y travaille depuis très longtemps. Dans cette région-là, on a donné, je crois que c'est en 2000, quelque chose comme ça, il y a 20 ans, on a donné à la région la capacité de prendre toutes les décisions en ce qui concerne le logement social. La Société d'habitation du Québec, qui est la société responsable des logements sociaux, que les Inuits appellent le logement Inuit, qui leur est ce logement-là qui leur est garanti par la Convention de la baie James. La Société d'habitation du Québec remettait en quelque sorte ses pouvoirs à la région. Mais la Société d'habitation du Québec conserve l'enveloppe budgétaire. C'est elle qui attribue l'enveloppe budgétaire et peut imposer des conditions. Alors, les pouvoirs régionaux peuvent faire beaucoup de choses,
mais c'est pas eux qui vont décider combien de maisons ils vont construire l'année prochaine pour pouvoir combler le déficit euh, de logement extraordinaire qui est vécu au Nunavik comme au Nunavut où la situation est similaire. Pour une population au Nunavik de 13-14 000 personnes, il manque 1000 logements pour que chacun ne vive pas dans un endroit surpeuplé avec de la promiscuité, que les personnes âgées aient des espaces appropriés, et ainsi de suite. Alors, il y a cet enfermement, parce que ces gouvernements autochtones, oui, ils le sont, et ils vont demeurer, les Autochtones vont demeurer majoritaires dans ces gouvernements-là pour probablement une bonne éternité ou deux. Euh, ils n'ont pas l'autonomie financière. Ils n'ont pas l'autonomie décisionnelle non plus. Alors, ces limitations-là, ils sont obligés de jouer avec. Je pense qu'ils font le meilleur qu'ils peuvent avec les limitations qu'ils ont. Merci. Alors, le temps file à une vitesse folle. Nous avons encore plusieurs questions, mais je crois qu'on pourrait s'en tenir à deux dernières. Soit, est-ce que de leur côté, est-ce que les industries du pétrole minier apportent une réduction des inégalités et est-ce que ce sont des effets temporaires ou durables? Ben, on peut parler en général, c'est assez difficile. On peut parler en particulier aussi, mais c'est ça trop long. Alors, comment je vais bien faire ça? Je pense que la meilleure réponse possible, c'est ces industries à forte, à fort volume du gaz, du pétrole, les industries extractives en général, en particulier pour les métaux stratégiques ou les ressources stratégiques. Les industries accroissent les inégalités parce que les inégalités, c'est une équation, hein. Il y a deux côtés à ça. Il y a les riches puis il y a les pauvres. Alors, si vous êtes dans une société pauvre, puis tout d'un coup, vous faites des travailleurs avec des salaires très élevés en grand nombre, ben, vous venez d'accroître de manière très importante les inégalités économiques. Est-ce que ça change quelque chose aux inégalités sociales? Ben là, ça va dépendre de qui sont ces travailleurs. S'il se trouve que ces travailleurs, c'est des résidents de la région, si ces travailleurs, ce sont des populations autochtones qui ont été formées pour ça, ben, les inégalités augmentent, mais pas nécessairement les inégalités sociales de ce seul point de vue. Si vous allez donc dans une région où il n'y a pas du tout de ça, ben, vous n'avez pas nécessairement un indicateur d'égalité très, très élevé, mais tout le monde est pauvre. Alors, les industries de cette nature-là, ils créent de la richesse dont la valeur est extraordinaire, mais dans ces régions, en général, c'est minuscule ce qui demeure dans la région. Ce qui demeure dans la région, c'est les déchets d'extraction minière, c'est la pollution de l'environnement, à moins qu'il y ait une mise en place de mesures de restauration des sites. Ce qui reste dans la région, c'est des bénéfices qui sont accordés aux populations voisines. Par exemple, dans une mine donnée qui s'installe dans un endroit donné, les deux ou trois villages autour vont recevoir, ça peut être un chèque de temps en temps ou une portion des bénéfices, choses comme ça. Les entrepreneurs locaux vont être favorisés, les transporteurs locaux vont être favorisés. Mais on est très, très, très loin d'un impact majeur qui ferait une différence, qui serait possible d'avoir si les gouvernements régionaux avaient la capacité légale d'imposer des conditions. Je sais que c'est un épouvantail à moineaux, surtout par ces temps de discours néolibéral triomphant, mais il n'en demeure pas moins que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on compare avec la situation mondiale, par exemple, le comportement des entreprises minières canadiennes au Canada et dans les pays du Sud, les comportements ils sont très différents alors que c'est la même entreprise, mais ils sont très différents parce que le système juridique est différent. Il est plus permissif à un endroit, alors on ne gêne pas, puis on jette nos déchets là, dans la rivière. Alors, il y a vraiment là-dessous une question de politique et encore une fois de pouvoir politique des collectivités dont on parle. Merci. Une dernière question. Cette fois-ci par rapport au modèle de variation. Vous Oui. avez mentionné que le Nunavut, le Groenland et les trois régions nommées de la Fédération de la Russie, pardon,
constitue 3 variants. Est-ce que le degré d'autonomie gouvernementale, que nous savons à degrés divers, constitue un indicateur à considérer dans l'analyse des inégalités dans les 3 blocs composant l'Arctique circumpolaire? Elle est longue. Pouvez-vous répéter la Hello. dernière portion, s'il vous plaît? Absolument. Est-ce que ces 3 variants-là, est-ce Oui, que le degré d'autonomie gouvernementale, oui. bon, on sait, atteinte par le Nunavut en processus d'atteinte pour le Groenland est très faible pour les régions de Mhm. la Russie. Est-ce que c'est un indicateur à considérer dans l'analyse des inégalités dans les 3 blocs composant Ouais. l'Arctique circumpolaire? Oui, ben, certainement. Et la situation est très différente dans les 3 blocs. Comme je l'ai dit, dans les pays nordiques, les régions ont pas des pouvoirs du tout comme ce qu'on a, par exemple, au Québec, comme une province ou même comme un territoire. Comme le territoire de Nunavut, on est davantage avec des exceptions, évidemment, là, mais des responsabilités qui s'assimileraient davantage à ce qu'on a ici, comme les municipalités régionales de comté ou des cités, des villes. Euh, dans l'Amérique du Nord, la situation est très différente parce qu'il y a aux États-Unis les États et à l'intérieur des États, il y a des pouvoirs qui sont davantage régionaux et locaux. Au Canada, on a les provinces, les territoires et puis ensuite, il y a les municipalités. Et il y a des pouvoirs qui sont comme ça étagés et qui permettent que, dans certaines situations, les collectivités régionales, locales ou des districts, dépendant de où on est, euh, ont quelque chose à dire avec une assise légale qui peut changer la réalité, la manière de faire les choses. En Russie, c'est très différent et aussi très variable. On a en face de nous un pouvoir politique très centralisé et les statuts de toutes ces régions que j'ai mentionnées sont variables. Ils n'ont pas tous le même statut juridique. Et l'étendue de leur pouvoir est aussi relativement différent. Et ça peut changer quelque chose, en effet, dans la capacité des collectivités à infléchir les inégalités. Euh, mais bon, quand on parle de Fédération de Russie, on parle vraiment d'un État là, qui est gouverné d'une main ferme et à l'intérieur desquels il y a vraiment un accaparement de la richesse et une déresponsabilisation des pouvoirs publics face aux inégalités en particulier. La population russe est bien au courant. Elle tente de le manifester autant que c'est possible. Mais c'est pas facile parce que M. Poutine est à la coin de vue. Quelle belle finalité. Alors, merci encore, Monsieur Duhem, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des participants. Merci de votre participation et de nous avoir permis d'en apprendre plus. J'ai écrit sur le chat à tous nos invités que s'ils ont des questions, ils peuvent évidemment vous écrire directement avec votre adresse électronique. Alors, merci encore une fois et je vous laisse le mot de la fin. Parfait, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et c'est des résultats tout neufs, alors ça me fait d'autant plus plaisir. J'espère avoir bien répondu aux questions. Et puis, bon, comme vous le dites, moi aussi, j'invite les gens qui ont assisté à la présentation, si vous voulez continuer la discussion. Ça me fera plaisir. Vous avez mes coordonnées, je crois. Euh, En terminant, je voulais vous inviter, pour les personnes que ça peut intéresser, à aller visiter le site du département de sociologie de l'Université Laval, où on offre des programmes de baccalauréat, des programmes de certificat, des programmes aux études supérieures, maîtrise et doctorat. C'est vraiment un département de sociologie complet dans lequel il y a une très grande diversité d'écoles de pensée et dans lequel il se fait beaucoup de recherches de très fort calibre. Et si vous voulez joindre une équipe dégourdi, intéressé et hautement qualifié, vous êtes les bienvenus. Merci.